Qu'est-ce qui m'arrive? Bref, ça y est. Je suis pas bien stable. Ah, ça y est. Non. Bref. Voilà, c'est l'inconvénient de tout enregistrer. Donc je suis stable sur mon fauteuil de jardin, il a plu, la pluie a cessé et je vais en profiter justement pour faire quelques petites vidéos sur nos chers pervers narcissiques notamment. Je vais en faire essentiellement deux. Et je voulais avant tout, avant de commencer cette vidéo, vous remercier pour vos agréables remarques à la suite de mes vidéos. Je n'ai pas encore tout lu, je suis un peu en retard en ce moment, mais je vais bientôt les lire. Une chose importante, j'ai pensé à un film, ce titre m'est subitement revenu à l'esprit. Il s'agit d'un film de Vincente Minnelli de 1952, sauf erreur de ma part, avec Lana Turner, qui s'intitule The Bad, The Un, The Beautiful. Oh là là, quel accent! Connu en France sous le nom des Ensorcelés, et c'est un film où il est question d'un metteur en scène pervers narcissique. Voilà. Donc je commenterai sans doute ce film quand je l'aurai revu. Mais mon propos est différent puisque je vais aborder le 8e point des critères de Marcel Grondin, le psychologue, qui a déterminé 20 critères pour faire le tour en quelque sorte de la personnalité perverse narcissique. Et j'en étais au 8e point. Je prends les notes, comme vous l'avez remarqué, c'est parce que j'ai la mémoire qui flanche. Tiens, la mémoire qui flanche, c'est le nom de la maison de retraite dans laquelle je vais bientôt être amené, si ça continue comme ça. Voilà. Oui, mon mari et moi jouons parfois au jeu des maisons de retraite. Quand il allait voir sa mère à la maison de retraite, il passait son temps, il s'amusait, il essayait de penser à autre chose en jouant au nom qu'on pourrait donner à différentes maisons de retraite. Voilà. Donc, la mémoire qui flanche en faisait partie. La mienne flanche vraiment, mais bon, c'est passager. C'est passager, on va dire ça. Alors, 8e critère, c'est la culpabilisation, la menace, le chantage. Alors, le pervers narcissique, comme vous le savez, ne se remet jamais en question, sauf quand il cherche à nous manipuler. Il fait semblant de se remettre en question, mais c'est absolument faux. Ce n'est pas une vraie remise en question. Alors, il culpabilise autrui. Ce n'est jamais de sa faute à lui, pervers. Enfin, il ne se considère pas comme tel, mais ce n'est jamais de sa faute, c'est toujours de notre faute. Bon, ça peut arriver, effectivement, mais que ce soit toujours à cause de nous, c'est quand même un peu gros. Mais effectivement, ça ne gêne pas le pervers narcissique. Alors, il nous culpabilise dans nos intentions, dans nos actes et dans ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'il va aller jusqu'à nous critiquer dans ce qu'il suppose même que l'on va faire bientôt. Donc c'est une sorte de procès d'intention en quelque sorte. Et dans ce que nous sommes aussi, il nous critique. Nous ne sommes jamais comme nous devrions être. Nos comportements sont inadaptés, sont puérils, ne correspondent pas à notre âge. Nous sommes trop féminins, nous ne sommes pas assez virils, nous ne sommes pas assez cultivés, nous sommes trop cultivés, nous sommes trop raisonnables, nous ne raisonnons pas assez, nous n'avons pas assez de diplômes, nous ne sommes pas assez scientifiques, etc., etc. On peut multiplier les exemples à l'infini. Moi, j'ai eu un panel complet de ce qui n'allait pas chez moi. Sauf les seules fois où je n'étais pas critiqué, c'était dans l'optique de dévaloriser une autre personne. Donc là, j'étais valorisé parce que ça lui permettait à ce pervers de dévaloriser quelqu'un d'autre. Voilà, j'étais instrumentalisé dans tous les cas. Alors, il accuse autrui d'être responsable de ses propres erreurs, de ses violences, de son absence d'amour à notre égard. S'il ne nous aime pas, ce cher pervers, c'est que nous ne sommes pas un top modèle. Nous ne sommes pas suffisamment beaux, nous ne sommes pas suffisamment intelligents, nous ne sommes pas suffisamment gentils, nous ne sommes pas suffisamment cultivés, nous ne sommes pas suffisamment quelque chose. Voilà. Il y a toujours quelque chose pour nous critiquer. Alors, le pervers narcissique veut maintenir de lui une image absolument parfaite. Il va surveiller donc
la moindre incohérence dans notre comportement, dans nos actes, dans tout ce que nous faisons, il va s'infiltrer dans toutes nos failles pour pouvoir nous critiquer. Alors, le but de cette culpabilisation, donc, c'est de se rendre par comparaison plus parfait. Enfin, si la perfection, il cherche une supra-perfection en quelque sorte, et aussi cette culpabilisation permanente nous empêche de penser, crée un stress chez nous important, et ça nous rend perplexes et confus. Alors, la victime également essaie de comprendre ce qui arrive, puisque c'est quelqu'un qui se remet en question. Elle va perdre son temps à essayer de comprendre, et pendant qu'elle essaiera de comprendre ce qui lui arrive, le pervers narcissique va en quelque sorte réussir son coup finalement, puisque c'est de nous neutraliser. La victime parfois en arrive à croire ce que le pervers narcissique a émis comme point de vue sur lui. Et elle va donc, cette victime, se culpabiliser, se dévaloriser, perdre sa confiance en elle. Et il y a même des cas plus graves, c'est que dans certains cas, le pervers narcissique va faire croire à l'entourage, ou alors même à un tribunal, ou à des assistants sociaux, à des services sociaux, que la victime est soit folle, et qu'elle relève donc d'un suivi psychiatrique, soit dangereuse, et qu'elle devrait être mise en prison. Ces pervers narcissiques sont parfois tellement séduisants, ils ont une telle façon de s'adresser aux autres, qu'on peut arriver à les croire si on ne les connaît pas en profondeur. Hein. Et effectivement, c'est nous qui passons pour les malades mentaux et les méchants. Hein. C'est souvent le cas. Et généralement, personne ne nous croit. C'est assez classique. Je dirais que le pervers peut même, par son attitude agressive, sa culpabilisation, son attitude en général, peut nous pousser à la faute. Il peut tellement nous pousser à bout que nous pouvons être amenés à adopter peut-être ponctuellement, ça peut arriver, hein, un comportement un peu violent, on peut le bousculer tellement on est à bout. Moi ça ne m'est jamais arrivé, mais il suscite en nous parfois une telle colère qu'effectivement on peut être poussé à la faute. Il y a par exemple le cas que j'ai lu, je n'ai pas connu quelqu'un qui a été confronté à ça, du moins pas dans les gens que je connais de très près, au niveau de la garde des enfants. Certains parents rechignent à confier la garde d'un enfant, enfin à envoyer l'enfant chez le père ou la mère, si ce père ou cette mère est une personne manipulatrice, et elle peut rencontrer du coup des problèmes avec le tribunal, avec l'autre parent, qui peut porter plainte. Bon, il y a aussi le cas inverse, hein, où c'est le pervers narcissique qui refuse de confier, comme cela a été décidé par le tribunal, l'enfant au père ou à la mère. Hein. Voilà. Mais il peut s'agir d'une manipulation, c'est-à-dire qu'on finit parfois par ne plus savoir qui est la personne manipulatrice et qui est la victime. Il y a une confusion qui se crée, et c'est cette volonté qu'a le pervers narcissique de créer cette confusion. Bon, il y a tout le chantage aussi, les menaces, la menace d'abandon. Quand il s'agit d'enfants, les parents peuvent menacer leurs enfants de les abandonner si par exemple ils continuent à côtoyer l'autre parent. Donc voilà, et des chantages au suicide également. Et effectivement, on peut, quand on quitte un pervers narcissique, ressentir cette culpabilité, et on peut arriver à se dire, mais est-ce qu'il ne va pas se suicider si je le laisse tomber? Alors, là je trouve que j'aurais deux choses à dire à ce sujet. C'est que là le pervers narcissique n'est pas le seul en cause. Je trouve qu'en pensant une telle chose, je me demande si la victime ne se survalorise pas, ne survalorise pas son rôle et son importance. Ça traduit un petit peu un manque d'humilité par certains côtés, cette culpabilité extrême qui voudrait que nous soyons indispensables. Vous voyez? Donc pour une fois, je dirais que la victime n'est pas totalement blanche. Hein, mais bon,
Mais globalement, même si, si la victime peut avoir un comportement qui n'est pas clair, totalement clair, qui, qui finalement équivaut à se survaloriser, on ne peut pas lui en vouloir. Hein, voilà. Et cette remarque d'ailleurs me fait penser au fait que les victimes n'ont pas, je le redis, je redirai jamais assez, n'ont pas forcément une mauvaise image d'elles-mêmes, puisque finalement il leur arrive de se valoriser, de se mettre en valeur au point de penser que quelqu'un peut se suicider si on la quitte, si la victime quitte le pervers narcissique. Vous voyez, moi je suis persuadé que la victime n'a pas une mauvaise confiance en elle, c'est qu'elle est simplement plutôt intelligente, allez, on va le dire, hein, et qu'elle doute. Et le doute donne l'impression qu'on ne se fait pas confiance. Mais c'est pas qu'on ne se fait pas confiance, le doute est à la base de toute pensée intelligente et de toute recherche finalement scientifique. Voilà. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. J'espère ne pas avoir trop oublié. Je reviendrai sur le film dont je vous ai parlé, de Vincente Minelli. J'aimais beaucoup ce réalisateur qui a fait des films très intéressants, notamment les comédies musicales avec Judy Garland, Fred Astaire, Gene Kelly, Sid Charisse. Mais je reviendrai sur ce film qui traite de la perversion narcissique, qui a pour titre en français Les Ensorcelés. Voilà, j'ai fini avec mon 8e critère en tout cas, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.